Le soir, l'héroïne rentra chez elle après une dure journée. Elle avait réussi à gagner un peu d'argent, mais cela ne suffisait pas à rembourser ses dettes suite au décès de ses parents. Pour y parvenir, elle avait dû abandonner ses études universitaires et cumuler plusieurs emplois à temps partiel. Pour se distraire de ses pensées tristes, Roxy lisait des histoires romantiques sur des beautés et des princes. Le dernier livre électronique était un roman sur la jeune duchesse Charlotte, connue pour son caractère acariâtre et considérée comme le fléau de sa famille. La belle parvint à épouser le seul héritier de la famille la plus puissante de l'Empire, Edward Gordon, un maître d'armes qui n'avait jamais perdu une seule bataille. 3 ans après le mariage, incapable de supporter le caractère insupportable de sa femme, le jeune duc lui offrit une somme considérable pour le divorce. Comme prévu, l'aristocrate a provoqué un véritable scandale. Les actes perfides de la belle, dont une tentative d'assassinat contre le personnage principal du roman, l'ont conduite à l'échafaud. Le livre touchait à sa fin, Roxy était absorbée par le défilement des pages sur son téléphone, cessant complètement de regarder autour d'elle. Au dernier moment, la jeune fille aperçut le feu vert clignotant et traversa la route en courant, espérant réussir à traverser la rue. Le personnage principal ne s'est pas rendu compte que c'était la dernière seconde. L'énorme camion avait déjà commencé à bouger. Une dernière pensée traversa l'esprit de Roxy. Elle avait été percutée par une voiture, puis tout devint noir. La jeune fille ne pouvait déterminer combien de temps elle était restée inconsciente. Soudain, un faisceau de lumière jaillit. Elle se retrouva devant un miroir, d'où une beauté aux cheveux somptueux la contemplait. Roxy eut une pensée fugace. Elle avait habité le corps de ce même méchant du roman précédent. Le personnage principal se réveilla en sursaut, alerté par une voix forte qui répétait sans cesse le nom de Charlotte. Elle se trouvait dans un hall luxueux, assise à une table. Le bel homme assis en face d'elle tendit à la jeune fille un morceau de papier couvert d'une petite écriture. Il s'agissait d'Édouard, le même duc qui n'avait perdu qu'une seule bataille. Et c'était contre sa femme. Roxy a finalement cru en sa transformation. Après l'accident de camion, elle n'avait aucune chance de survie. Mais maintenant, elle en avait une. Elle était devenue une noble aristocrate. L'héroïne n'arrivait toujours pas à reprendre ses esprits, écoutant d'une voix distraite le jeune homme assis à côté d'elle. L'offre de compensation du propriétaire du palais, s'élevant à 5 millions de pièces d'or pour un divorce et la restitution de son nom de famille, choqua encore davantage la jeune fille. La jeune duchesse de Gordon compta mentalement l'argent et commençait déjà à planifier comment elle le dépenserait. Charlotte a accepté avec joie de signer l'accord de divorce. Le personnage principal signa. Edward fut surpris par l'obéissance de sa femme. Il s'attendait à des scènes bruyantes et des scandales, comme elle le faisait habituellement en toutes circonstances. La jeune fille se leva de table et se dirigea d'un pas léger vers la sortie en souriant d'adieu. Le duc n'en revenait pas de la facilité avec laquelle il avait persuadé sa femme. Il ne l'avait jamais vue aussi radieuse et silencieuse. Charlotte fit un signe d'adieu et disparut par la porte. Pour la première fois, Edward réalisa qu'il ne connaissait absolument pas son élu. L'aristocrate descendit jusqu'à la porte. Le majordome attendait déjà ses instructions. La première chose que Roxy décida de faire fut de se rendre dans la propriété familiale, chez les Jones, pour corriger les erreurs de l'héroïne précédente, qu'elle connaissait grâce au livre. Charlotte était le deuxième enfant d'une famille aimante. Sa mère était la femme la plus belle, la plus gentille et la plus compatissante de la région. Après la naissance de la fille, au bout d'un certain temps, l'état du duché commença à se détériorer progressivement. C'est peut-être pour cette raison que la petite était surnommée le problème des Jones, même si elle luttait pour être aimée. Des langues malveillantes murmuraient sans cesse dans le dos de la petite fille qu'elle était un mauvais présage pour toute la famille. Mais peu à peu, la jeune fille se résigna et renonça à aimer. Le seul homme capable d'attendrir un peu le cœur de la jeune noble était Edward Gordon, qui devint son époux. Mais malheureusement, le mariage fut de courte durée. La nouvelle Charlotte retournait maintenant dans son manoir. Connaissant les erreurs de sa prédécesseur, la jeune fille entendait lever la malédiction qui pesait sur sa famille et changer le destin du duché. Le personnage principal se souvenait que sa prédécesseur avait tenté d'empoisonner son amie, qu'elle considérait comme une rivale, ce qui lui avait valu d'être condamnée à la guillotine. Et elle n'avait aucune intention de répéter de tels actes afin de ne pas mourir sous les balles du bourreau. La calèche pénétra dans la cour d'un immense domaine. À ce moment précis, le propriétaire du manoir, le duc William Jones, travaillait dans son bureau. Le majordome en chef, Thomas, a rapporté les dernières nouvelles du marché au maître. La bonne annonça l'arrivée de Madame Gordon, la fille du chef de famille. Le père a catégoriquement refusé d'accepter Charlotte.
La servante a rapporté que la jeune femme avait insisté pour avoir cette rencontre et n'avait aucune intention de quitter le domaine. L'impudence était l'un des traits de caractère de la duchesse, aussi la réponse ne surprit-elle pas le chef de famille. William fit dire par la servante que sa fille devait l'attendre. Plusieurs heures passèrent, les principaux points financiers furent abordés, il était temps de faire une pause. Emporté par ses pensées, le propriétaire du manoir oublia complètement le visiteur. Thomas a rappelé au monsieur qu'une jeune femme l'attendait devant la porte. Pendant tout ce temps, le personnage principal se tenait debout dans un immense hall sans chaise où il n'y avait nulle part où s'asseoir. Charlotte était très fatiguée, bien qu'elle se soit doutée de cet accueil. La jeune fille était prête à attendre, elle devait faire preuve de confiance. Grâce aux informations du roman, elle savait comment sa famille avait fait faillite et était prête à redresser la situation. Le père entra dans le salon. C'était la première fois qu'il voyait sa fille aussi patiente, et il lui demanda le but de sa visite. Charlotte l'a convaincue de l'écouter. Elle n'avait qu'une seule requête. Dans l'Empire, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Le consentement du mari et du père était donc requis pour le divorce. Madame Gordon a indiqué la raison principale de sa visite: obtenir l'autorisation de dissoudre le mariage. Le duc ne comprenait pas pourquoi Rose voulait divorcer, car 3 ans auparavant, elle était folle amoureuse de l'homme qu'elle avait choisi. Le chef de famille fut très surpris par la demande de sa fille. Dans les environs, personne ne cachait sa joie, espérant que le malheur des Jones quitterait à jamais le domaine après le mariage. Lorsque Charlotte a quitté sa maison, elle a promis de ne jamais y revenir. Finalement, l'héritière a volé le sceau familial. Le propriétaire du manoir ne comprenait pas pourquoi, après seulement 3 ans, la duchesse revenait et demandait maintenant la permission de divorcer. La jeune fille a convaincu son père qu'elle avait beaucoup changé pendant son absence, et elle a demandé à conclure un accord. William était intéressé par la proposition de sa fille. La duchesse a promis qu'en cas de divorce, elle serait en mesure de contribuer à la relance du domaine familial et de résoudre les problèmes financiers des Jones dans un délai d'1 an. Charlotte a juré à sa famille qu'elle arrangerait les choses. Le vieux Thomas, qui se tenait derrière le monsieur, remarqua que la jeune fille n'avait pas changé du tout. Elle avait toujours la même confiance et le même courage infondé qu'auparavant, mais le propriétaire du manoir ordonna qu'on la conduise dans sa chambre. Le majordome fut surpris par les instructions du monsieur et tenta de le dissuader. Le regard de William fit changer d'avis Thomas. Il s'inclina devant sa maîtresse et l'invita à le suivre. Charlotte n'arrivait pas à croire qu'elle était de retour chez ses parents, et elle passa la nuit à ne pas dormir. Il était temps de changer le destin du domaine familial. Dans sa vie d'avant, Roxy travaillait dur pour rembourser sa dette immobilière. Soudain, une chance de vivre une seconde vie s'est présentée. Une telle chance ne se reproduira jamais. Il était impossible de laisser passer une occasion en or, sous peine de mourir à nouveau, cette fois-ci par la guillotine. Roxy savait qu'elle devait agir différemment de son prédécesseur dans le roman, et elle espérait pouvoir y parvenir facilement. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, le maître d'hôtel demanda au duc pourquoi il avait accepté les conditions de sa fille. William constata que Charlotte avait changé, elle attendait patiemment la réunion. Auparavant, la jeune fille aurait cassé toute la vaisselle et les meubles si on lui avait demandé d'attendre. D'habitude, elle aurait cassé tout ce qui lui tombait sous la main. Le duc décida d'accorder une dernière chance à sa fille. Le soleil brillait intensément à travers la fenêtre. Il était temps de se lever. Les servantes avaient déjà préparé de l'eau chaude avec des pétales de fleurs parfumées. La jeune femme se déshabilla et remit ses vêtements de nuit à sa femme de chambre personnelle, Emma. La servante toucha accidentellement la main de sa maîtresse et fut très effrayée. Généralement, dans de tels cas, une punition sévère était prescrite, y compris la peine de mort. La malheureuse femme implora la noble dame à genoux de lui pardonner. Cette fois, Charlotte entra dans le bain et sourit, sans prêter attention à la terrible offense. Emma s'est précipitée hors de la porte, elle n'en croyait pas sa chance. Le personnage principal contempla son reflet dans l'eau, sans comprendre pourquoi elle inspirait peur et dégoût à tous. La jeune fille décida qu'il valait mieux qu'elle sourit plus souvent, et au bout d'un moment, elle laissa la pièce au domestique, qui consultait avec curiosité la presse locale. Le journal tomba des mains des ouvriers stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu la jeune propriétaire sourire. La jeune fille prit un petit magazine. La couverture attira immédiatement son attention. Elle parlait du divorce imminent de 2 personnes célèbres. Un reportage exclusif indiquait que le maître d'armes le plus renommé de l'Empire, unique héritier de la famille la plus puissante, était en instance de divorce. Le mariage de Charlotte avec Edward ressemblait à l'action militaire qu'il tentait de mettre fin. Tous les lecteurs étaient curieux de savoir qui prendrait la place vacante de l'élu du jeune duc.
La jeune fille elle-même était un peu contrariée par la manière dont l'information secrète avait été révélée. Cependant, la déception fut de courte durée. La bonne apporta une lettre pour la maîtresse. Le personnage principal fut surprise par la nouvelle. Elle croyait que sa prédécesseur n'avait aucun ami en raison de son mauvais caractère. L'enveloppe portait un sceau aux armoiries de la famille Gordon. Un petit morceau de papier est tombé de la lettre ouverte. Charlotte n'en croyait pas ses yeux. Elle tenait entre ses mains un chèque d'1 million de pièces d'or et un mot de son mari, indiquant qu'il s'agissait de l'acompte pour le règlement du divorce. L'humeur du personnage principal s'améliora considérablement. Il était temps de mettre en œuvre le plan visant à restaurer la lignée familiale, et elle demanda à Emma d'apporter son manteau et sa cape pour aller en ville. La première cible de la jeune fille était un bâtiment commercial où se tenaient des ventes aux enchères d'objets de valeur. Ce jour-là devait avoir lieu une vente aux enchères d'objets rares, notamment des artefacts et des potions médicinales, y compris celles d'origine magique. Pour la première fois, une potion appelée l'arme du vent fut mise en vente. Elle était censée lever les malédictions et ramener à la vie les personnes gravement malades. Charlotte était contente d'avoir pu assister à la vente aux enchères. Elle voulait aider son frère aîné Marcel, qui était dans le coma depuis plusieurs années. La duchesse était heureuse d'avoir une grosse somme d'argent de côté. La jeune femme espérait non seulement se procurer facilement la potion, mais aussi pouvoir dépenser les pièces restantes en diverses friandises. Un inconnu masqué a bouleversé tous les plans du personnage principal. Le jeune homme livra une lutte acharnée pour récupérer la potion magique. Charlotte a dû miser le million entier pour gagner. Après d'âpres négociations, la bouteille aux larmes du vent se retrouva entre les mains de la duchesse. Après la vente aux enchères, la belle jeune femme retournait au manoir pour tester immédiatement son achat lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. La jeune fille regarda autour d'elle et aperçut le même inconnu qui se trouvait dans les halles. L'homme masqué offrit 5 millions à la jeune noble en échange de la bouteille, doutant qu'elle en connaisse le but. Charlotte était outrée par le comportement de l'inconnu. Elle ne comprenait pas pourquoi, malgré l'énorme somme d'argent qu'il possédait, il n'avait pas négocié jusqu'au bout. Le personnage principal a défendu avec acharnement son droit à la potion. L'étranger observa attentivement son interlocuteur. La jeune fille connaissait parfaitement l'usage de l'objet, expliquant qu'elle en avait besoin pour aider un membre de sa famille. Le regard du jeune aristocrate était déterminé. Soudain, la vision du jeune homme s'obscurcit et il pensa avec horreur qu'une autre attaque, qui était la malédiction de la famille, l'avait de nouveau frappé. Charlotte flottait devant les yeux du jeune homme, s'enveloppant peu à peu d'une brume rouge. Le personnage principal remarqua que le regard sous le masque blanc était voilé, que la sueur ruisselait sur son visage, et il lui sembla que son interlocuteur était sur le point de s'effondrer. L'étranger s'accrocha de toutes ses forces. À l'extérieur des grilles, une calèche attendait déjà la dame pour la conduire au manoir. La jeune fille offrit un mouchoir à l'étranger. Charlotte ne comprenait pas ce qui arrivait à son interlocuteur. Le jeune homme refusa de l'aider, mais le personnage principal insista, tendant sans cesse la main avec un petit morceau de tissu. L'étranger n'eut pas le temps d'esquiver. La jeune fille essuya délicatement la sueur de son visage. Un événement inattendu se produisit. Le jeune homme sentit que la crise douloureuse avait cessé. Laissant le mouchoir dans la main de l'inconnu et promettant de revenir le chercher plus tard, Charlotte fit un signe d'adieu et courut vers la calèche. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Édouard put retirer son masque. Il n'avait jamais vu sa femme aussi aimable. Le duc Guillaume était de nouveau assis dans son bureau, en train de rédiger des rapports. Soudain, la bonne fit irruption dans la pièce pour annoncer que la jeune fille n'écoutait pas sa belle-mère et voulait aller dans la chambre de son frère. Le chef de famille était furieux, regrettant sa décision de laisser sa fille rentrer à la maison. Le propriétaire du manoir accourut pour porter secours. Un événement terrible s'est produit dans la famille il y a de nombreuses années, et depuis lors, le duché est hanté par le malheur. La petite Charlotte cassa une branche de l'arbre féerique du jardin, considéré comme l'ancien protecteur de toute la famille. La fée en colère jeta un sort aux coupables de la tragédie. Toute la famille Jones a souffert, à l'exception de la jeune fille, et se composait du chef de famille, William, de sa belle épouse, Elisabeth, et de son fils aîné, Marcel. Le frère de Charlotte est tombé dans le coma pendant plusieurs années, comme s'il dormait tout le temps. La mère a tenté de protéger sa fille et l'a recouverte de son corps. La duchesse a réussi à absorber la malédiction. Elisabeth était très aimable et aidait toujours les personnes dans le besoin. Elle agissait en juge juste dans tout le duché, le peuple l'aimait et la respectait. À ce moment-là, elle était enceinte. Le choc provoqua un accouchement prématuré. La mère et l'enfant moururent.
La petite Charlotte a survécu, mais elle a perdu la mémoire à cause du choc. Et dès lors, tout le monde a commencé à la considérer comme le problème des voisins et à l'éviter. La seule témoin de l'incident était Tiffany, la femme de chambre personnelle de la maîtresse, qui a raconté à tout le monde ce qui s'était passé. Quelques années après la mort de sa femme, William épousa son ancienne servante, qui avait veillé avec dévouement et attention sur Marcel pendant toutes ces années. À présent, la belle-mère exigeait de sa belle-fille une potion suspecte. La jeune femme a essayé de convaincre Tiffany qu'elle voulait aider son frère. Le père, furieux des agissements de sa fille, fit irruption dans la pièce. L'ancienne servante tenta d'expliquer la situation au duc. Pendant plusieurs années après la malédiction, Marcel resta plongé dans un sommeil éternel. Charlotte parle à son père d'un remède magique appelé l'arme du vent. La potion magique avait le pouvoir de lever les malédictions et de guérir les malades. Tiffany ne voulait pas croire les paroles de la jeune femme. Le personnage principal a dû mentir en disant qu'elle avait appris l'information dans la bibliothèque secrète de la famille Gordon, car elle avait beaucoup de temps pour étudier de nouvelles choses et, étant seule, elle ne pouvait pas dire qu'elle avait lu quelque chose à propos de la potion dans le roman. William savait que sa fille obtenait toujours ce qu'elle voulait, alors il la croyait. Le père autorisa la fillette à s'approcher du lit de son frère. Charlotte était très inquiète pour le jeune homme. Elle devait le sauver de la malédiction. Marcel était allongé sur un gros oreiller moelleux, l'air de s'être tout juste endormi. Le personnage principal craignait que la potion ne fonctionne pas. La jeune fille ouvrit la bouteille et versa le liquide dans la bouche de son frère aîné. Le temps semblait s'être arrêté, rien ne se passait. Charlotte observait anxieusement l'état de Marcel. Soudain, le jeune homme ouvrit les yeux et tendit la main à sa sœur, surpris de constater à quel point elle avait grandi. Les personnes présentes observèrent la scène avec une surprise joyeuse. Cependant, le réveil fut de courte durée. L'héritier referma rapidement les yeux et se rendormit. Charlotte a juré à son frère qu'elle ferait tout son possible pour le réveiller au plus vite. William observait sa fille pensivement, remarquant combien elle avait changé récemment. Ses paroles sur la solitude l'avaient profondément touché. Seule Tiffany quitta la chambre du jeune homme, l'air insatisfaite. Elle n'appréciait ni les paroles de sa belle-fille, ni la défense du duc. Le chef de famille était assis avec sa fille dans le salon, autour d'une tasse de thé. Il lui offrait n'importe quel cadeau et était prêt à exaucer tous ses souhaits. Charlotte était surprise. Elle n'avait besoin d'aucune récompense, elle avait simplement fait ce qu'elle pouvait. Au moment de se séparer, la jeune femme a demandé à son père de passer plus de temps avec Marcel, malgré son emploi du temps chargé. William fut une fois de plus surpris par le changement de caractère de sa plus jeune fille. Le chef de famille remarqua que la jeune femme acceptait désormais les erreurs des domestiques avec plus de calme, sans les réprimander. La jeune fille souriait souvent et ne criait plus après les domestiques. Le propriétaire du manoir espérait que la vie au sein de la famille Gordon aurait rendu la jeune duchesse plus intelligente et lui aurait permis d'évaluer les situations différemment. Le chef de famille fut touché par la promesse de sa fille d'aider son frère, mais les mots évoquant 3 années de solitude le hantaient. Tiffany était très inquiète du retour de Charlotte. Son père allait bientôt lui accorder la permission de divorcer, lui rendant officiellement son statut, ses droits et son nom de famille. L'ancienne servante de la maîtresse commença à élaborer de nouveaux plans pour se débarrasser de toute la famille. Pour exprimer sa colère, l'actuel propriétaire du manoir a discipliné ses subordonnés à coups de fouet. Le lendemain, William informa sa fille de sa décision de mettre fin au mariage. La jeune fille n'arrivait pas à croire qu'elle porterait bientôt à nouveau le nom de famille Jones. Elle remercia le chef de famille, l'enlaçant pour la première fois depuis longtemps et l'appelant papa. C'était un pas de plus vers la liberté. Mais dans ce monde, il existait un système selon lequel, après le premier divorce, tous les biens retournèrent à la famille de la femme. Mais le second mari les récupérait en compensation du remariage. Le personnage principal se demandait où trouver beaucoup d'argent pour acheter un titre et l'indépendance. Se retrouvant seule dans sa chambre, Charlotte vit un écran l'informer que le niveau était terminé, qu'elle avait collecté les bonus et l'énergie du destin nécessaires, et qu'elle avait également acquis de nouvelles capacités. Cela lui rappela la vie passée de Roxy et les quêtes fantastiques qu'elle avait tant appréciées. Le roman mettait en scène le personnage principal, Kate, qui était sans cesse la cible d'un aristocrate maléfique. Dans un chapitre, la duchesse perfide emmena son amie dans une mine abandonnée qui lui avait été offerte lorsqu'elle était enfant. Les anciennes mines ont désormais été remises à la chanceuse Kate. Le trésor le plus précieux de la mine était le lac de la purification, que l'on croyait doté du pouvoir des fées. Charlotte, rongée par l'envie, avait amené son amie spécialement pour noyer sa belle rivale sans témoin.
Sortir de l'eau était pratiquement impossible, compte tenu de la basse température et du risque élevé de décès par hypothermie, sur lequel comptait la duchesse. Cependant, son statut de personnage principal du roman a fait des merveilles. Kate a coulé sans encombre au fond du lac bleu et a ramassé un grand nombre de pierres magiques. La rencontre avec le prince dans les chapitres suivants du livre a préparé une fin heureuse pour la belle et une mort certaine pour la femme envieuse. C'est le futur héritier du trône qui a remarqué le lien entre les problèmes de Kate et les agissements de Charlotte. Voilà comment les événements se sont déroulés dans le roman. Mais à présent, Roxy est déterminée à éviter les mauvaises actions pour rester en vie. La jeune fille découvrit une mine avec un lac et était prête à plonger pour y chercher un trésor, comme décrit dans les pages du livre. Juste après avoir sauté dans l'eau, le personnage principal s'est demandé un instant. Et si le miracle n'existait que dans le texte, et qu'en réalité elle ne pourrait pas s'en sortir? Mais il était déjà trop tard. L'un des lieux célèbres de la ville était le mystérieux Brooklyn Information Guild, où l'on pouvait obtenir réponse à n'importe quelle question. Le chef de l'organisation était Edward Gordon. Il dissimulait toujours son visage derrière un masque, si bien que personne ne connaissait ses activités. Un autre secret de cette puissante famille était la malédiction de la folie, transmise de génération en génération, qui se manifestait par un corps enchaîné et déchiré en morceaux. L'attaque suivante survint soudainement, et le jeune serviteur Bob assista avec horreur au supplice de son maître. Une fois la crise passée, le duc s'enquit des résultats de l'examen de l'écharpe. Le jeune homme rapporta que tous les magiciens et sorciers, quelle que soit leur connaissance, n'avaient rien trouvé dans le matériau. Il s'agissait d'un simple morceau de tissu. Édouard n'en revenait pas, car c'était précisément grâce au contact d'un petit mouchoir qu'il s'était instantanément débarrassé de cette attaque que tous les guérisseurs du monde n'avaient pu soulager. Le jeune homme essaya de comprendre ce que sa femme avait fait de ce tissu ordinaire. Le duc appliqua le produit sur sa tête et se remémora sa dernière rencontre avec Charlotte. Chaque fois que la folie survenait de façon inattendue, le cœur semblait d'abord se figer, puis il s'échauffait soudainement, comme s'il déchirait le corps. La douleur était insupportable. Ni les forces de la lumière, ni celles des ténèbres ne purent trouver de remède à la malédiction. Un simple mouchoir entre les mains de la jeune fille a facilement suffi à contrer l'agression. Pour Edward, sa femme était une sangsue qui utilisait son nom de famille prestigieux pour asseoir son pouvoir sur les autres. Au moment de leur dernière rencontre, Madame Gordon était méconnaissable. Son regard était mystérieux et rayonnait de chaleur. Le majordome interrompit les pensées du monsieur en l'informant que Charlotte se trouvait dans le salon. Le duc, très surpris, mit un masque et sortit accueillir l'invité inattendu. La dame, vêtue d'un tailleur-pantalon inhabituel, était assise modestement sur le canapé et souriait. Le maître de la guilde s'intéressait au but de la visite de la noble dame. La jeune fille a demandé à ce qu'on lui rende son foulard et a déclaré qu'elle essayait actuellement de jeter les bases d'un avenir prometteur. Edward se souvenait des événements survenus 2 ans auparavant. À cette époque, il menait campagne aux frontières de l'Empire et une bataille difficile l'attendait le lendemain matin. L'écuyer apporta une lettre urgente du domaine, annonçant que la jeune duchesse était mourante. Malgré le mariage, ils ne se connaissaient pratiquement pas. Après un long voyage, le duc arriva au manoir tard dans la nuit. Malgré l'heure, des voix se faisaient entendre de tous côtés. S'approchant furtivement, le propriétaire du palais aperçut des foules de serviteurs courant dans de nombreux couloirs, exécutant les ordres de leur maîtresse. Charlotte elle-même se tenait au centre de la salle, donnant des ordres d'une voix insatisfaite. Après s'être assuré que sa femme était saine et sauve, Edward se prépara à partir. L'épouse sentit la présence de son mari et l'appela. La jeune femme ne cachait pas qu'elle avait envoyé la lettre dans l'espoir que son amant revienne vers elle. La jeune fille ne s'intéressait pas à la situation sur le champ de bataille. Elle voulait juste qu'on s'occupe d'elle. Les chances étaient minces, mais ça a marché. Furieux d'être piégé, Edward repartit. Cependant, Charlotte ne voulait pas laisser partir son mari. Elle semblait l'hypnotiser par ses paroles, lui suggérant de se reposer et d'aller se coucher. Ces phrases calmes et posées eurent un effet apaisant sur le propriétaire du manoir, qui s'endormit. Le matin arriva, le palais était baigné par les rayons du soleil. Effrayé, Edward sauta du lit, sans comprendre ce qui s'était passé ni comment il avait pu s'endormir. La petite duchesse fragile était allongée à proximité, recouverte d'une couverture. Sa respiration régulière indiquait qu'elle dormait. Le jeune homme ressentit un fort désir de tuer cette femme insupportable et égoïste. Ses mains se portèrent automatiquement à son cou maigre. Edward se retint.
Il était temps de retourner d'urgence au campement. Le propriétaire du manoir s'habilla rapidement et quitta discrètement la chambre. Après avoir enfourché son cheval, le duc se mit en route. Il ne remarqua pas le regard triste d'une jeune fille qui le suivait depuis le balcon. Charlotte se retrouva de nouveau seule dans l'immense manoir, entourée de nombreux visages inconnus. La voix de l'invité détourna l'attention d'Édouard de ses souvenirs. Elle lui rappela de nouveau le mouchoir. D'après le livre, le personnage principal savait où trouver le bâtiment de la guilde, où elle pouvait accéder à diverses informations. Le plan avait été conçu il y a plusieurs jours, et il était temps de commencer à le mettre en œuvre. La description du lieu était exacte. Il restait donc à espérer que le chef de l'organisation s'y trouverait. Jusqu'ici tout allait bien, mais soudain le maître annonça qu'il n'avait pas d'écharpe. Le personnage principal fut surpris par le message, supposant que l'étranger masqué l'avait simplement jeté. Indignée, la jeune fille déclara que c'était le seul cadeau de son mari. Le mouchoir était tout à fait ordinaire, sans broderie. Édouard ne se souvenait plus quand il aurait pu l'offrir à sa femme et demanda à l'invité de lui en préciser la raison. L'invité a rappelé que la collecte d'informations incombait à la guilde, en qui elle avait placé de grands espoirs. Le maître comprit que le but de la visite était tout autre que la restitution d'un morceau de tissu. Le responsable de l'organisation a offert à la jeune femme une compensation sous forme des services de Brooklyn. Le personnage principal fit semblant d'accepter le compromis à contre-cœur et s'assit sur le fauteuil des désirs. Le résultat ne se fit pas attendre. L'aristocrate avait besoin d'argent et d'un nouveau titre pour divorcer et se protéger d'un remariage. Lors de la vente aux enchères, la jeune fille aperçut un masque blanc. Elle savait, grâce à un livre, qu'il appartenait au maître de la grande guilde d'information de Brooklyn, capable de bien des choses, et elle avait prévu de le rencontrer à l'avance. Une organisation de grande qualité avait un potentiel énorme, mais il existait un risque de rejet pour telle ou telle demande, et alors aucune somme d'argent ne pouvait changer la situation. Charlotte était distraite par le masque, et la voix d'un homme la fit sursauter. Soudain, la tasse de thé échappa des mains de l'héroïne et se brisa en 1000 morceaux au sol. La jeune fille parvint à esquiver et tomba dans les bras du chef de la guilde. Le regard du personnage principal croisa celui, intéressé, du propriétaire du masque. En entendant la sonnerie, le majordome accourut dans le bureau. Le maître a demandé qu'on enlève la vaisselle cassée et qu'on apporte une liste des titres et documents nécessaires pour obtenir un changement de nom. Les services de la guilde étaient amants coûteux. Aussi, le responsable de Brooklyn s'est renseigné sur les modalités de paiement. La duchesse était prête à payer. Elle n'avait pas passé son temps au fond du lac, dans une mine souterraine abandonnée. En vain, l'affaire fut donc conclue. Sur le chemin du retour, le personnage principal s'arrêta dans un petit café chaleureux pour faire le point sur la réunion. Le roman ne fournissait aucune information sur le maître de guilde lui-même, sur les raisons pour lesquelles il porte un masque, ni sur sa véritable identité. S'efforçant de se distraire des souvenirs de ce jeune homme agréable, Charlotte analysa ses premiers succès. L'état intérieur du personnage principal avait atteint un nouveau niveau. Elle avait désormais la capacité d'invoquer des objets sans encore comprendre ce que cela signifiait. La jeune femme n'a pas pu s'empêcher d'entendre les conversations animées de la table voisine. Plusieurs aristocrates discutaient des rumeurs concernant le divorce de leur idole, le duc Édouard. Les filles se moquèrent du mariage raté de la plus jeune fille de William Jones. Une seule des dames de la noblesse était assise, l'air triste. Charlotte eut l'impression que les inconnus avaient délibérément engagé la conversation après l'avoir vue, espérant un nouveau scandale. L'héroïne du roman précédent aurait depuis longtemps arrosé ses agresseurs de vin. La jeune duchesse, elle, voulait soudain réitérer sa farce. Lorraine, comme on appelait la jeune fille aux cheveux blonds, se considérait comme la fiancée d'Edward, dont le fiancé avait été enlevé, et la belle rousse Hélène la rassurait en lui disant que l'occasion d'épouser le duc se présentait à nouveau. Charlotte essaya de se calmer et de finir son thé. Hélène se mit à parler encore plus fort du comportement inapproprié de Madame Gordon, faisant semblant de ne pas remarquer sa présence. Lorraine a essayé de calmer son amie. Finalement, Charlotte n'y tint plus et s'approcha du groupe bruyant. Le personnage principal tenta de découvrir si l'une des aristocrates était réellement la fiancée du duc. La jeune fille écarta calmement Hélène, qui l'avait récemment encore qualifiée de malheureuse pour les Jones. Elle s'intéressait aux faits. Les questions directes de la femme d'Edward ont effrayé Lorraine. Sa décision de se fiancer s'est avérée être un autre sujet de commérage destiné à attirer l'attention. Charlotte s'apprêtait à partir, convaincue que les accusations étaient injustes, lorsque l'aristocrate se souvint que, 4 ans auparavant, la famille Gordon avait séjourné une journée dans leur propriété.
Le duc a alors laissé entendre qu'il pourrait envisager la possibilité de fiançailles. Lorraine répandait donc délibérément de fausses informations au sujet de son fiancé. La noble dame n'appréciait guère d'être ainsi exposée devant ses amis, et elle prit pour cible l'invité non désiré. Le personnage principal a saisi la main, contrarié de ne pouvoir contenir sa colère. Après avoir calmé les agresseurs, la jeune fille quitta le café tristement. Après avoir fait quelques pas, le personnage principal rencontra le maître de guilde de Brooklyn. Le chef de l'organisation se trouvait apparemment à proximité par hasard. Il a préparé l'accord final. Entendant des voix fortes, le propriétaire du masque s'apprêtait à entrer dans le café. Charlotte parvint difficilement à l'arrêter, en lui demandant de la raccompagner chez elle. Les compagnons se dirigèrent vers le manoir des Jones, où le jeune homme se rendait également, discutant en chemin des premiers résultats de leurs négociations. Le jeune homme soutint vaillamment son compagnon. Le personnage principal commença à soupçonner que le maître l'appréciait. Cependant, l'objectif de l'étranger était tout autre. Il essayait de déceler la présence de magie ou de compétences spéciales chez la jeune fille, mais le résultat fut négatif. Le maître refusa d'appeler Charlotte par son ancien nom, prétextant l'absence de procédure de divorce définitive, ce qui la bouleversa profondément. S'efforçant de ne pas se laisser distraire, l'héroïne décida d'ignorer le maître et de le considérer simplement comme un partenaire commercial. L'odeur familière de viande frite intrigua la jeune fille. Le chef de la guilde a deviné les pensées de son interlocuteur et a apporté des morceaux de brochette. Avant même que l'héroïne ait eu le temps de savourer ces délices oubliées depuis longtemps, un jus de fruits frais l'attendait déjà. Une étrange sculpture attira le regard de la jeune fille, qui l'acheta ainsi que divers fruits qu'elle voyait pour la première fois. Le maître tenta de faire découvrir à son interlocuteur des mets délicats qu'il ne connaissait pas. Charlotte fut effrayée par la gentillesse de son compagnon de voyage. Après leur séparation, elle s'obligea à ne penser qu'aux affaires. Il était nécessaire d'expérimenter de nouvelles capacités, et le personnage principal se souvint du symbole principal de ce monde. La rose, présente partout, du parfum aux coiffures des nobles beautés. Aucun autre objet n'étant disponible pour la sorcellerie, la jeune fille décida d'invoquer une fleur somptueuse. Le résultat ne se fit pas attendre. Un modeste bourgeon avec une tige gisait devant le personnage principal. Contre toute attente, il s'est avéré que la belle fleur était artificielle. Duke Jones passait de nouveau du temps dans son bureau avec son ancien assistant. Le manoir était étonnamment calme. Thomas n'avait remarqué aucun comportement étrange de la part de la jeune femme ces derniers temps. Charlotte entra sans y être invitée dans le bureau de son père, demandant à discuter de plusieurs sujets. La jeune fille a rappelé au chef de famille la date de son anniversaire. Elle n'en avait jamais parlé auparavant. Le duc a reçu en souvenir une plume et un encrier en or. Lorsque sa fille est née, William s'est demandé s'il méritait une telle attention de la part de son enfant. Le propriétaire du domaine se souvint de son attitude envers Charlotte. Après la mort de sa femme, il n'avait pas été un père idéal et s'était souvent détourné d'elle. Les pensées de William furent interrompues par l'apparition de la servante. La bonne a rapporté que la jeune femme était venue à l'appartement de sa mère avec un gros bouquet. Le nouveau propriétaire du manoir avait interdit l'accès à la chambre de la duchesse. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas entrer dans la chambre de sa mère, grande amatrice de fleurs, et la décorer de roses. Charlotte comprit que la première femme de chambre gagnait du temps, attendant l'aide du chef de famille, sachant que la jeune maîtresse n'avait aucun pouvoir dans sa propre maison. Le duc ne nous a pas fait attendre, il courait déjà dans le salon. À la surprise des domestiques, Guillaume saisit sa fille, le bouquet lui échappa des mains, il s'enquit avec inquiétude de sa santé et ne la gronda nullement. En réalité, le but de la visite dans la chambre d'Élisabeth n'était pas de décorer la pièce, mais d'avoir une liaison grâce à laquelle Roxy d'une vie antérieure s'est retrouvée dans un autre monde. L'héroïne espérait trouver dans ce livre la clé pour résoudre tous les problèmes de sa famille et ses erreurs passées. Le personnage principal du roman était Kate, que Charlotte enviait et qu'elle maltraitait constamment. Un jour, la méchante aristocrate envoya une lettre à sa rivale, l'informant qu'elle était en danger, et la jeune fille se rendit aussitôt au manoir. L'hôtesse fut ravie de la rencontrer et fit entrer son amie dans la maison. Charlotte s'est excusée pour ce qui s'était passé dans la mine, soulignant que la découverte des pierres magiques n'était pas accidentelle, et a proposé de montrer son manoir. L'héroïne a emmené son amie dans la chambre de sa mère, décédée des suites d'un sortilège de fée plusieurs années auparavant, et où l'entrée était interdite. En réalité, la jeune maîtresse des lieux ourdissait une nouvelle fois sa vengeance, contrariée que sa première tentative pour se débarrasser de Kate dans le lac ait échoué. La malheureuse victime a été projetée au sol par le choc et est tombée sur une sculpture d'ange ailé qui se trouvait dans l'appartement d'Élisabeth.
Charlotte espérait qu'un événement irréparable se produirait, et elle sortit en courant de la pièce. La jeune fille rusée appela son père pour se plaindre du comportement inapproprié de son amie, qui était entrée sans permission dans un lieu interdit et y avait provoqué un pogrom. Avant que le duc n'ait eu le temps d'atteindre la chambre de sa première épouse, une lueur dorée apparut derrière la porte. Kate apparut sur le seuil, sans se souvenir de ce qui s'était passé, tenant un œuf d'or dans ses mains. Soudain, l'objet a jailli d'une lumière vive, illuminant la jeune fille. William n'en croyait pas ses yeux. C'était un signe féerique, un héritage familial qu'on croyait disparu après la mort de sa femme. L'artefact a choisi son nouveau propriétaire. L'obtention d'informations sur ce trésor était la véritable raison pour laquelle Charlotte réincarnée se rendit dans la chambre de la duchesse défunte. Outre le fait que la rose était considérée comme le principal symbole de l'Empire, une malédiction pesait sur elle. On croyait qu'un simple contact avec la plante pouvait être fatal. C'est précisément ce que craignait Guillaume lorsqu'un serviteur lui parla de sa fille tenant un bouquet. Cette information ne figurait pas dans le roman, mais c'était l'une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas de fleurs dans la chambre d'Élisabeth. La première femme de chambre a rapporté au maître le comportement de sa fille, qui avait tenté d'introduire un bouquet dangereux dans l'appartement de sa mère. Cependant, le propriétaire du domaine était mécontent du travail du domestique, qui n'avait pas veillé à la sécurité de sa fille et l'avait laissé toucher les roses. Il ordonna donc que le domestique soit envoyé en prison à titre de punition. Charlotte commença à ramasser les morceaux du bouquet éparpillés. La jeune fille rassura son père inquiet. Les belles roses n'étaient pas réelles et ne pouvaient donc pas faire de mal. Le personnage principal avait besoin d'entrer dans la pièce. Alors elle a demandé la permission d'aller dans la chambre de sa mère et de la décorer avec des fleurs. William a lui-même emmené sa fille dans l'appartement de sa femme bien-aimée. Le père et Charlotte s'arrêtèrent devant un portrait d'Élisabeth tenant le bébé dans ses bras. La statue de l'ange se dressait au même endroit. William et sa fille se mirent à lire avec enthousiasme de vieux manuscrits familiaux. Le duc laissa la jeune fille seule dans la pièce pendant quelques minutes. Le personnage principal avait suffisamment de temps pour mettre son plan à exécution. Seule, Charlotte ouvrit avec curiosité la petite boîte qu'elle trouva à côté de la sculpture. La jeune fille se retrouva entre ses mains un objet de famille précieux. C'était un signe des fées. Le soir venu, la jeune femme parvint à se débarrasser de la bonne et à sortir seule en ville. Il a commencé à pleuvoir et Charlotte n'aimait vraiment pas ce genre de temps. Soudain, la jeune fille fut protégée des gouttes par la large cape du maître de guilde. La propriétaire du masque fut surprise de voir une noble dame marcher seule dans la rue. Le gentleman proposa galantement une calèche pour conduire la belle jusqu'au lieu prévu. Le personnage principal était ravi de faire cette rencontre et n'a pas refusé son aide. La jeune fille a demandé à être conduite au manoir de son mari. Edward, caché de tous par le masque du maître de guilde, fut très surpris par la décision de Charlotte. Au domaine des Gordon, une mauvaise nouvelle attendait le personnage principal. Le mari a déclaré que pour faire authentifier le divorce, il avait besoin du chèque qu'il avait envoyé en guise d'acompte. Charlotte avait dépensé la somme entière aux enchères, payant ainsi ses larmes de chagrin, et ne pouvait donc fournir le document nécessaire à l'annulation Cindy de la procédure de divorce. Edward refusa toute autre solution pour confirmer le consentement de sa femme à la dissolution du mariage. En guise de punition virtuelle pour son échec de divorce, le personnage principal a été contraint de subir son destin, ce qui l'a encore plus bouleversé. Après avoir réfléchi un moment, la jeune duchesse se rendit à la guilde d'information pour obtenir de l'aide. Le maître fut surpris par la visite tardive de l'invité. Avant d'expliquer le but de sa visite, la jeune fille demanda qu'on lui offre du thé, car elle n'avait pas eu le temps de manger de la journée. Le propriétaire de l'organisation fut surpris par la demande. La guilde comptait peu d'employés, il n'y avait donc presque pas de nourriture, mais l'invité se contenta d'un simple sandwich, ce qui choqua le jeune homme par la simplicité de sa préparation avec les aliments trouvés à la cafétéria. Le maître refusa de goûter le plat préparé, gêné par le manque total d'étiquette d'une noble dame préparant elle-même un sandwich. Repue et satisfaite, Charlotte était prête à exposer son plan. Édouard se demanda une fois de plus s'il connaissait vraiment sa femme. C'était la première fois qu'il la voyait si heureuse et souriante. À son avis, la noble dame aurait dû renverser la table et tout casser en voyant le repas qu'il avait apporté. Le goûter étant terminé, il était temps de passer aux choses sérieuses. Charlotte suggéra au maître de créer une entreprise commune. Le chef de la guilde était encore plus surpris. Le personnage principal ouvrit son sac à main pour en sortir l'objet de leur futur accord. Le duc vit la rose dans les mains de sa femme avec horreur et, pris de panique, la lui arracha aussitôt des mains.
Edward savait que la malédiction de la fleur maudite s'était également abattue sur Charlotte. Il observa attentivement la belle surprise, craignant d'y déceler des signes de santé déclinante. En réalité, la plante était artificielle, bien qu'elle ressemblât à une vraie, et ne représentait aucun danger mortel. Le personnage principal proposait d'organiser la production et la vente de roses qui raviraient les clients sans leur causer de dommages. Le maître de la guilde a rapidement compris les avantages et a proposé de signer un contrat. Un nouveau jour se levait et le silence régnait au palais des Jones. Les rayons du soleil réveillèrent Charlotte, qui s'était profondément endormie tard la veille au soir après une dure journée. Aucune des domestiques n'entra dans la chambre, alors le personnage principal, en chemise de nuit, sortit de sa chambre. Dans le hall, les servantes discutaient des événements des jours précédents et du retour de la jeune maîtresse, considérée comme le fléau du duché. L'arrestation du haut fonctionnaire a effrayé les ouvriers. L'héroïne se cacha dans l'escalier et écouta les conversations des domestiques. Aucune d'entre elles ne voulait aller la voir. À la vue de leur maîtresse, les servantes se dispersèrent, ne laissant qu'Emma, qui avait toujours accompagné Charlotte auparavant. Au milieu des grognements de l'employée, mécontente de son apparence en pyjama, elles se rendirent à l'appartement de la jeune fille. La jeune aristocrate commença à se demander qui se cachait derrière ses ouvriers s'ils se comportaient si librement avec elle, sans même s'excuser de leur comportement. Ces derniers temps, la fille de William faisait fréquemment des rêves où elle se trouvait dans un lieu inconnu et où elle réprimandait toujours un étranger. Le personnage principal a partagé un cauchemar avec la bonne, sans comprendre où et de qui elle avait rêvé. Soudain, Charlotte décida d'aller se promener. La jeune maîtresse refusa toute escorte et enfila une cape à capuche. L'hôtesse a dit au revoir à Emma en lui promettant de revenir pour dîner. La jeune fille n'avait pas eu le temps de s'éloigner beaucoup de la maison lorsqu'elle rencontra de nouveau le propriétaire du masque. Charlotte était surprise de rencontrer si souvent le maître près de son manoir. Le responsable de l'organisation a déclaré vouloir aborder certains points et a invité la duchesse à faire une promenade ensemble. Les associés ont fait une étude de marché pour évaluer la demande pour une entreprise commune. Pour éviter d'attirer l'attention des passants, le maître releva la capuche jusqu'aux yeux de son interlocuteur. Le partenaire a conseillé à la jeune fille de rester près de lui pour ne pas se perdre dans la foule. Le soir était tombé et le manoir des Jones était de nouveau calme après sa journée habituellement trépidante. L'ancienne servante, devenue duchesse quelque temps après la mort d'Élisabeth, était très malheureuse de la situation. Elle s'inquiétait du retour de Charlotte, qui venait perturber tous ses rêves. Tiffany recommença à interroger les domestiques, qui étaient censés surveiller constamment la fille de William et lui rapporter toutes les informations. De retour chez elle en secret, l'héroïne a été témoin d'une nouvelle agression des domestiques par sa belle-mère. La propriétaire rusée du manoir était ravie que Marcel n'ait pas retrouvé la raison. Elle devait modifier d'urgence ses plans pour se débarrasser rapidement de tous les membres de la famille. Tiffany n'avait pas peur des ouvriers, elle les avait élevés dans le sang, alors ils n'ont rien dit à personne de ses agissements. Charlotte a constaté de ses propres yeux qu'elle avait raison et sait qui est la principale cause des malheurs qui frappent le domaine. Le matin, le personnage principal se prélassait dans un bain chaud, réfléchissant à la manière d'attirer la servante à sa cause. Emma était la seule à avoir tenté d'aider la jeune maîtresse. La jeune fille comprit qu'elle avait une rivale très puissante, qui avait elle aussi accès à des poisons. Après la mort de la duchesse, sa femme de chambre personnelle, grâce aux soins dévoués qu'elle a prodigués au fils de William, a été promue au poste de maîtresse du manoir. Tiffany était également la seule témoin de l'incident à avoir sauvé les enfants du chef de famille. C'est la belle-mère qui s'est le plus efforcée de faire porter à Charlotte la responsabilité de tous ses malheurs. Elle devait cesser d'avoir peur, se ressaisir et se préparer au combat. Un événement étrange se produisit. La jeune fille fut invitée à un grand goûter dans un jardin luxueux, organisé par Tiffany. Arrivée sur les lieux, Charlotte aperçut sa belle-mère. Il n'y avait qu'une seule table avec des boissons et des sucreries. La femme rusée a dit à sa belle-fille que tous les invités avaient refusé d'assister à la réunion après avoir appris que Trouble Jones serait parmi les conviés. L'héroïne était préparée à une telle situation. Elle salua Tiffany avec un sourire. La jeune fille avait préparé un petit cadeau, un vase rempli de magnifiques fleurs. La duchesse a fait semblant d'être très touchée par cette attention. Assise à table, Charlotte demanda à la femme de lui raconter les détails des terribles événements de son enfance. La nouvelle propriétaire du manoir fut très surprise par cette requête et dit à la jeune femme de ne pas se soucier des méchancetés de son entourage, car elle était encore toute petite à l'époque. Le personnage principal a serré sa belle-mère dans ses bras, la remerciant de sa compréhension.
La jeune femme continuait de gagner du temps, demandant la permission d'appeler Tiffany maman, afin de détourner son attention de ses investigations. La jeune fille comprit que l'ancienne bonne jouait simplement, malgré l'absence de public. La bonne arriva et annonça que William allait prendre le thé. La duchesse ne s'attendait pas du tout à la présence de son mari. Le propriétaire du domaine était extrêmement mécontent de l'absence des invités qui, craignant sa fille, n'étaient pas venus à la réunion. Il a promis de s'occuper de chacun d'eux. Tiffany servit du thé au chef de famille et tenta de le calmer. Le personnage principal perçut un arôme inhabituel. La couleur était également différente de d'habitude, et s'enquit de la boisson. La duchesse a déclaré que son père avait récemment eu des problèmes de santé, et qu'elle préparait donc des infusions à base de plantes qui l'aidaient à se sentir mieux. Charlotte a poliment décliné l'offre de goûter le thé, invoquant son aversion pour les médicaments. Tard dans la nuit, au lit, le personnage principal analysa la situation et conclut qu'il y avait du poison dans la théière. La duchesse a personnellement donné à boire des infusions à Marcel, ce qui explique probablement pourquoi le jeune homme n'a pas repris conscience. La jeune duchesse ne savait pas comment gérer sa dangereuse rivale. Soudain, le regard de Charlotte se posa sur un artefact ancien, considéré comme le protecteur de la famille. Le personnage principal a fait de son mieux pour persuader l'héritage familial de l'aider. Comme si elle avait entendu l'appel, la coquille d'or se brisa. La jeune fille fut aveuglée un instant par la lumière vive qui jaillissait de l'intérieur. Toute la chambre du personnage principal était illuminée par une lueur intense. Une petite sorcière aux ailes fines et transparentes dormait dans les paumes de la belle surprise. Miranda s'étira enfin après une longue nuit de sommeil. Charlotte était sous le choc, elle ne s'attendait pas du tout à voir une fée. La petite fille serra sa maîtresse dans ses bras, la grondant de ne pas l'avoir réveillée plus tôt. Un petit nuage transparent exprimait une joie sincère à la rencontre de la jeune femme. Cependant, le personnage principal se souvenait du livre selon lequel les magiciens ailés étaient décrits comme des esprits maléfiques. C'était la fée qui conseillait constamment à sa maîtresse de commettre de mauvaises actions et qui l'entraînait sans cesse dans des ennuis. La vieille Charlotte écouta sa petite amie et fut condamnée à mort en conséquence. L'héroïne s'attendait à ce que l'artefact révèle une arme secrète, mais l'apparition de Miranda l'a bouleversée et effrayée. Ne sachant que faire de la fée, la jeune propriétaire du manoir décida pour l'instant de simplement ignorer sa présence, car elle ignorait ses véritables pouvoirs, qui pouvaient être dangereux. Heureusement, la petite fille était invisible pour tous les autres. La jeune fille invita son père à prendre une tasse de thé pour discuter de plusieurs sujets avec lui. Charlotte a demandé la permission d'organiser un banquet auquel elle souhaitait inviter des invités de marque et des voisins. Le duc appréciait l'idée de sa fille. Il voyait bien qu'elle essayait d'améliorer ses relations avec son entourage. William apporta sa boisson, que sa nouvelle épouse lui préparait constamment. Lorsque Miranda s'approcha en volant, elle fut horrifiée. La jeune fille décida de vérifier la composition de la décoction que buvait son père. La fée a insisté pour que Charlotte interdise au propriétaire du manoir de consommer le liquide dangereux, l'identifiant comme étant l'herbe vénéneuse à Carosie. La jeune femme se plaignit de se sentir faible ces derniers 8 ans et demanda au chef de famille de lui donner quelques herbes médicinales. William offrit joyeusement à sa fille un sachet de potions. L'héroïne ne pouvait pas faire entièrement confiance à sa petite compagne, considérant le maître de guilde comme son seul assistant, et elle alla le consulter pour connaître la composition du thé. Le responsable du centre de documentation a confirmé les dires de la fée. C'était bien du poison. Le maître de la guilde fut surpris de voir d'où la belle avait tiré cette herbe dangereuse. Une décoction de cette plante ancienne semblait d'abord dynamisée, mais en réalité, elle n'empoisonnait l'organisme qu'en cas de consommation prolongée, et mélangée à de l'alcool, elle provoquait rapidement un arrêt cardiaque. Charlotte était bouleversée de constater que ses pires craintes s'étaient réalisées. La jeune fille étudia la conclusion et demanda à son interlocuteur s'il existait un antidote. Le propriétaire du masque a nié les allégations négatives de Miranda. Une telle plante avait été trouvée et utilisée avec succès dans le traitement. Le personnage principal était offensé par la fée qui avait donné de fausses informations. Mais la petite fille ailée n'avait jamais entendu parler de l'antidote. Charlotte remercia le maître pour son aide et lui offrit un grand assortiment d'herbes aromatiques d'outre-mer que son père attentionné lui avait fourni. La jeune duchesse demanda au chef de la guilde de lui donner un billet pour un combat de gladiateurs. Elle savait, grâce au livre, que la guilde était impliquée dans leur organisation. Une autre bataille d'esclaves devait avoir lieu dans les jours suivants. La jeune fille enfila des vêtements simples et discrets, une cape à capuche, et se dirigea vers les tribunes. C'était la première fois qu'elle visitait une maison de jeu. Le principal prétendant à la victoire était l'impitoyable géant Joe, connu pour sa cruauté.
Cependant, le personnage principal était persuadé de savoir qui remporterait les batailles d'aujourd'hui, un jeune esclave inconnu. 5 combats s'étaient déjà déroulés. Joe était resté indemne lors de tous les affrontements. Les spectateurs pariaient sur la possibilité que quelqu'un puisse vaincre ce féroce adversaire. L'organisateur du combat offrait un prix à quiconque devinerait le héros du jour. Un cadeau exceptionnel était un cristal de guérison, capable de sauver d'une blessure mortelle. Pour obtenir un objet magique, il fallait deviner lequel des 9 gladiateurs restants vaincrait le géant, ou s'il n'y en aurait aucun ce jour-là. L'héroïne fit son pari. 3 autres participants se retirèrent de la liste, et ce fut au tour d'un esclave inconnu nommé Janis de combattre. Il se trouvait dans cette arène pour la première fois. Dès le début du combat, l'étranger attaqua la brute. Le jeune homme a stupéfié le public par sa vitesse et son agilité. Quelques minutes plus tard, l'indestructible Joe gisait, impuissant, sur ses omoplates. Personne ne comprenait comment ce fragile combattant avait pu faire cela. Janis observa attentivement les visages des visiteurs. Le personnage principal crut que leurs regards s'étaient croisés. Charlotte pensait connaître le vrai nom du gagnant. Le jeune homme était le seul héritier de la famille du duc et adorait se battre. Mais il y a de nombreuses années, il a soudainement disparu. Et jusqu'à présent, personne ne savait s'il était encore en vie. La jeune fille tenait cette information d'un roman, selon lequel un jour le personnage principal viendra sauver le héros d'un combat de gladiateurs. La jeune femme craignait que sa présence au combat ne gâche l'histoire et sa fin heureuse, mais elle avait besoin du prix. Grâce à un objet magique, la duchesse allait aider son frère à se réveiller de son sommeil éternel. Ayant reçu un cadeau spécial, Charlotte est rentrée chez elle. Lorsque Miranda est sortie, elle a remarqué 3 types suspects qui suivaient la fille. Au bout d'un certain temps, les hommes ont rattrapé le personnage principal. Ces étrangers insolents exigèrent la restitution du cristal de guérison. La duchesse comprenait que personne ne se séparerait d'un objet de valeur aussi facilement. La jeune fille a offert à ses poursuivants 3 fois leur rançon précédente pour qu'ils la laissent que partir. Les voleurs restèrent fidèles à leur maître et exigèrent le cristal. Charlotte tente de gagner du temps, cherchant un moyen de tromper les méchants. Après avoir échangé un regard avec la fée, la jeune fille jeta la pierre inestimable au loin. Le cristal volait haut au-dessus des têtes des hommes. Miranda réussit à s'envoler sur une certaine distance, mais elle ne put s'accrocher à l'objet, qui était trop lourd pour elle. Le cristal tomba dans une petite rivière qui longeait la rue. Les voleurs ont sauté à l'eau pour retrouver l'objet disparu. Leur vie en dépendait. Pendant que ses poursuivants plongeaient, le personnage principal parvint à se réfugier à l'autre bout de la rue. La fée vit où le cristal était tombé et essaya avec difficulté de le retirer de l'eau. La tâche était presque impossible. Nager et voler avec une charge lourde était dangereux et très difficile. Mais Miranda voulait prouver sa loyauté à sa maîtresse. Charlotte se cacha au coin de la rue et commençait déjà à s'inquiéter. Son petit assistant aurait dû apparaître depuis longtemps. L'héroïne en vint même à douter de la fée, contrariée de lui avoir fait confiance. Heureusement, quelques secondes plus tard, la duchesse vit une pierre brillante voler droit sur elle, tout près. Miranda, accablée par un fardeau insupportable, s'effondra aux pieds de sa maîtresse. Elle était heureuse d'avoir pu accomplir sa tâche et gagner sa confiance. Soudain, la fée s'empara du précieux trésor avec un air effrayé. L'ombre de quelqu'un bloquait la rue, empêchant le personnage principal de partir. Charlotte fut surprise de reconnaître son mari parmi les grands inconnus. Le maître de guilde n'eut pas le temps de mettre son masque lorsqu'il s'inquiéta pour la jeune fille qui avait acheté un billet pour les combats de gladiateurs et s'était précipitée vers l'arène. La duchesse saisit Édouard par la main. Il fallait quitter immédiatement ce lieu dangereux. L'un des voleurs sortit de l'eau et vit l'étranger tenter de s'échapper. Le poursuivant remarqua que la jeune fille tirait le jeune homme de toutes ses forces. Le fugitif devait être appréhendé, alors le voleur a lancé un poignard. Edward parvint à protéger sa femme de son corps, mais la lame le frappa dans le dos. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la ville, et peu après, la bonne rapporta à Tiffany que Charlotte, dans un accès de colère, avait poignardé son mari. La duchesse ne croyait pas aux rumeurs, mais elle la faisait rire. En général, l'ancienne servante ne s'intéressait pas aux passions de la cour. Elle comptait régler ses propres problèmes. Tiffany se préparait à enfin prendre possession de la maison. Le médecin a examiné Edward. La blessure était superficielle et n'affectait aucun organe interne. Le duc parvint même à donner une bonne raclée aux voleurs, et les autres réussirent à s'échapper. Le guérisseur conseilla à l'homme de limiter ses mouvements et de se reposer. Charlotte était terrifiée à cet instant, ne comprenant pas comment son mari avait pu se trouver si près d'elle. Sans lui, elle n'aurait pu échapper à ses poursuivants. Le duc a remercié sa femme pour son soutien
et lui a conseillé de rentrer chez elle. Cependant, le personnage principal n'allait pas écouter son mari. Charlotte comprit qu'Edward avait besoin de paix, alors elle le conduisit dans la chambre. La jeune fille se sentait coupable, car la blessure était de sa faute. Le jeune homme vit sa femme si excitée pour la première fois. Le personnage principal versa du lait dans un verre et le tendit à l'homme blessé. Charlotte a dit qu'elle essayait de changer, qu'elle n'était plus la garce arrogante qu'il avait connue. La jeune fille a demandé à son mari de l'aider à travailler sur elle-même et de ne pas la traiter mal. Edward n'était pas très satisfait de la communication. Il s'intéressait à ce qu'il obtiendrait en retour. Le personnage principal y réfléchit. Elle ne pouvait proposer qu'un divorce discret, sans scandale ni hystérie. Il était temps de quitter la demeure du duc et de se préparer à rentrer chez soi. Charlotte entra silencieusement dans la chambre de Marcel, où il dormait depuis plusieurs années malgré la malédiction de la fée. La jeune fille regarda son frère aîné avec inquiétude. Miranda, qui s'ennuyait, serra joyeusement son maître dans ses bras. Celui-ci la remercia de son aide et lui faisait désormais entièrement confiance. La fée s'envola vers le jeune homme endormi. Elle ne ressentait aucune trace de la malédiction. Au contraire, ses proches essayaient d'aider le garçon à se rétablir. Cependant, le poison a pénétré dans le corps de Marcel par la perfusion intraveineuse via son sang. Le corps du fils aîné de William a été empoisonné par une substance dangereuse. Sous l'influence d'une telle plante, les gens mouraient généralement dans d'atroces souffrances. Cependant, la protectrice de la famille tenta de purifier le poison, et le jeune homme se retrouva alors en plein rêve. Charlotte fondait de grands espoirs sur le cristal guérisseur. Pour amplifier l'effet de la pierre magique, Miranda proposa son aide. Les servantes rapportèrent à la maîtresse que la jeune fille rendait visite à son frère tous les jours. Emma supposa que la jeune maîtresse voulait impressionner son père. Le personnage principal entretenait de bonnes relations avec la bonne. Très inquiète pour sa sécurité, elle lui avait demandé de lui raconter tout ce qui était arrivé à Tiffany afin de la protéger des menaces et des coups. La nouvelle duchesse savait que dans quelques jours, un banquet serait organisé par la jeune maîtresse, qui avait probablement décidé de s'emparer du pouvoir dans le domaine. Il y a 5 ans, l'ancienne bonne est devenue duchesse. Tiffany a acquis des bijoux et du pouvoir. Cependant, William la repoussait sans cesse. Il ne pouvait oublier sa femme bien-aimée, qui avait toujours été la maîtresse la plus gentille et la plus juste pour tous ceux qui l'entouraient. Avant le grand banquet, Charlotte a demandé une entrevue à son père. La jeune duchesse a averti le chef de famille de la tentative d'assassinat imminente et lui a demandé de l'aider. Le jour solennel, qui semblait si lointain, est arrivé. Il y avait beaucoup d'invités, et ils discutaient de la présence de Madame Gordon elle-même au banquet, qui était en train de divorcer de son mari. Le frère de Tiffany, le baron Stephen, est arrivé à la célébration en tenue de soirée. Le gros homme avait flairé l'argent et était prêt à empocher les 5 millions de pièces d'or que la jeune fille recevrait après le divorce. Le baron a pris le divorce et était prêt à épouser Charlotte. En cas de remariage, le mari prendrait la totalité de la dot de sa femme à titre de compensation. Cependant, l'héroïne n'avait aucune intention de se remarier, et le vin rouge de son verre finit par atterrir sur la tête de l'impudent gentleman. La jeune duchesse ne regrettait absolument pas ses actes. Charlotte bénéficiait également de la possibilité d'obtenir des informations par le biais de requêtes virtuelles. Le baron ne se découragea pas et proposa d'accompagner la jeune fille au banquet. Le jeune propriétaire du manoir accusa Stephen de trafic d'enfants du peuple et de gestion de maisons de jeux clandestines. La duchesse a demandé aux gardes d'expulser l'invité insolent du domaine. Le baron résista. Il se considérait comme le seul espoir de la jeune fille et ne croyait pas qu'elle puisse avoir des partenaires. Le duc Gordon dissipa les doutes de tous les présents. Il était prêt à accompagner sa femme au banquet. L'héroïne fut surprise par l'apparition de son mari. Elle ne lui avait pas envoyé d'invitation. Edward a demandé à Stephen pourquoi il avait déjà fait sa demande en mariage à sa femme si le divorce n'avait pas encore eu lieu. Le baron, effrayé, tenta simplement de minimiser la situation en riant. Pendant que les hommes réglèrent la situation, Charlotte étudiait les informations. Le frère aîné de Tiffany réalisa qu'il se trouvait dans une situation très délicate et tenta de s'excuser auprès de l'hôtesse du banquet. Cependant, la jeune fille n'allait pas pardonner à cet homme insolent. Le personnage principal a déclaré aux gardes que la cave du baron abritait des enfants de roturiers qui allaient être vendus à des négriers. L'argent était nécessaire pour rembourser des dettes de jeu. La duchesse a déclaré Stephen coupable au nom du représentant du duché et a ordonné aux gardes de perquisitionner sa propriété. Le chef du domaine, William, a soutenu sa fille et a approuvé son verdict. Le propriétaire du manoir leva son verre et salua les personnes présentes. La veille de la fête, Charlotte a rencontré son père.
La jeune fille a raconté ce qui s'était passé sur la propriété ces dernières années et a demandé de l'aide pour démasquer Tiffany. C'est pourquoi le duc a soutenu sa fille. Il a constaté qu'après son retour, elle s'impliquait constamment dans les affaires familiales et aidait à gérer l'entreprise. Le thé a été remplacé par un nouveau. La jeune fille a remercié son père pour son soutien. Édouard a demandé à l'hôtesse du banquet et à sa femme de lui offrir une danse. Charlotte a essayé de refuser, mais en vain. Tiffany était déjà au courant de la honte de son frère et allait se venger de sa belle-fille. Les domestiques furent battus pour inaction, alors qu'elle n'avait absolument aucune influence sur la situation. La musique commença à résonner dans la salle de banquet. La première danse fut annoncée et Édouard invita sa femme. La tentative de faire référence au père a échoué. Le duc fit tournoyer la belle dans la salle. Le personnage principal s'est surprise à penser qu'elle avait peur de tomber amoureuse d'Édouard. La jeune femme a tenté de rappeler à son mari le divorce imminent. Tiffany apparut soudain dans le hall, s'excusant de son retard, et les personnes présentes saluèrent la maîtresse des lieux. Charlotte a remercié tous les invités d'avoir pris le temps de visiter la propriété. La jeune femme a rappelé qu'à la célébration d'aujourd'hui, elle représentait sa famille, confirmant ainsi son intention de vivre ici et que le divorce aurait bien lieu. La jeune fille a proposé de lever son verre au chef de famille. Le père a déclaré à tous qu'il était heureux que sa fille soit rentrée chez elle. William prit d'une gorgée et se sentit mal. Un instant plus tard, le duc perdit connaissance. Tiffany a couru vers son mari en hurlant. L'ancienne bonne tenait Charlotte responsable de la mort de son père. La nouvelle duchesse a déclaré qu'elle avait essayé de croire la jeune fille, bien que les servantes lui aient rapporté les méfaits et le comportement inapproprié de sa belle-fille, et la mort de William n'a fait que confirmer les dires de la belle-mère. L'héroïne écouta humblement toutes les accusations qui auraient pu lui faire perdre son statut d'aristocrate. Édouard observait sa femme, attendant sa réaction aux événements qui se déroulaient. La jeune fille accepta de perdre ses titres en même temps que l'homme qui volait des enfants à leur mère et les utilisait comme domestiques, désignant Tiffany du doigt. L'ancienne bonne était stupéfaite par les paroles de Charlotte. Elle se souvenait enfin du médecin. Les gardes arrivés sur place ont annoncé à la jeune maîtresse qu'ils avaient libéré les enfants du cachot du domaine du baron. Les petits prisonniers torturés regardèrent les gens bien nourris et vêtus de vêtements coûteux. Une des servantes reconnut son fils, que sa maîtresse lui avait enlevé, et elle n'espérait plus le revoir. Les autres domestiques ont également retrouvé leur bébé. La duchesse a catégoriquement nié toute implication dans l'enlèvement d'enfants. L'héroïne accusait sa belle-mère non seulement de trafic d'êtres humains, mais aussi d'avoir tenté d'empoisonner des membres de sa famille et d'avoir assassiné sa mère, l'ancienne propriétaire du manoir. Une des domestiques a confirmé les dires de la jeune fille. La servante raconta que sa maîtresse préparait constamment du thé pour le chef de famille avec des herbes vénéneuses et que le jus destiné à Marcel contenait également une toxine. La consommation d'alcool, dans un contexte d'empoisonnement constant de l'organisme, a provoqué un arrêt cardiaque. Tiffany a nié les faits, accusant l'employé de mensonge. La dame leva le bras pour frapper le serviteur qui avait révélé son secret. Quelqu'un a saisi le bras de la femme par derrière et la voix de William lui a ordonné de terminer ses accusations. La nouvelle duchesse n'arrivait pas à croire que Jones était vivant. Le duc expliqua aux personnes présentes que, grâce à sa fille, il avait appris l'existence de la plante vénéneuse et s'était préparé à l'empoisonnement à l'avance. Le coup de grâce porté à la perfide servante fut l'apparition de Marcel. Le jeune homme a raconté ce qui s'était réellement passé il y a plusieurs années sur le domaine. Il y a de nombreuses années, William est revenu d'un voyage avec un cadeau pour ses proches, un panier de fraises parfumées. Ne trouvant ni ses enfants ni sa femme à la maison, le duc se rendit au jardin, accessible uniquement aux membres de la famille. En son centre se trouvait l'arbre féerique qui protégeait la famille depuis des générations. Entendant des bruits étranges, William courut vers le parc. Le chef de famille aperçut Tiffany, qui portait Marcel, inconscient, dans ses bras. La servante annonça que la petite Charlotte avait cassé une branche de l'arbre des fées, qui commençait à s'effondrer. Élisabeth confia son fils à la servante et lui ordonna de s'enfuir. William s'enfonça plus profondément dans le jardin et découvrit sa femme morte, sa fille assise à côté de lui, qui ne se souvenait de rien du tout. Le vieil arbre ne laissait plus personne s'en approcher. Pour avoir sauvé Marcel, Tiffany fut plus tard honorée du titre de duchesse et elle continua de prendre soin de lui comme s'il était son propre fils. Cependant, l'histoire du frère aîné de Charlotte s'est avérée plus intéressante. En réalité, Tiffany n'a sauvé personne. La servante personnelle de la maîtresse du domaine allait tuer tout le monde, y compris sa propre Élisabeth. Elle attrapa Marcel et le traîna jusqu'à l'arbre des fées,
car menacer la vie d'un membre de la famille permet d'accéder à l'héritage familial. Tiffany allait d'abord achever la maîtresse. La pauvre duchesse ne comprenait pas ce qui se passait. Elle attendait son troisième enfant. La femme a déclaré qu'elle enviait constamment sa propriétaire. C'était vraiment une famille aimante et idéale, et la maison était toujours emplie de joie et d'une atmosphère chaleureuse. Tiffany voulait vraiment détruire le monde de bonheur qu'elle n'avait jamais connu. Elle avait préparé depuis longtemps un parchemin magique pour mettre ses plans à exécution. Élisabeth supplia la femme d'épargner les enfants. La servante promit de tuer sa maîtresse, puis d'endormir Marcel et de s'occuper de Charlotte, pour laquelle elle n'avait pas encore trouvé de punition. C'est tout ce dont le fils aîné de William se souvenait de cette terrible journée. Tiffany a tenté de nier les propos du garçon. Marcel poursuivit ses accusations. La nouvelle duchesse tentait désormais de l'empoisonner, lui et son père, utilisant constamment du poison et piégeant Charlotte. Le frère et la sœur étaient heureux de se revoir. Ils ne s'étaient pas vus depuis si longtemps. Édouard observait de loin. Le duc s'attendait à un stratagème et remarqua immédiatement un nouveau parchemin dans les mains de Tiffany, avec lequel elle allait tuer sa belle-fille, qu'elle détestait. Le mari de Charlotte n'a pas attendu que la femme maléfique mette ses intentions à exécution et a détruit l'objet magique. Édouard était heureux de protéger sa femme, avec qui il était légalement marié jusqu'à présent. Les gardes étaient à proximité et ils ont exécuté avec plaisir l'ordre du duc. Tiffany fut capturée par les chevaliers et dut faire face à de nombreuses accusations. La femme risquait la peine de mort pour des crimes graves. Pour avoir sauvé sa famille, l'héroïne a reçu une récompense spéciale, une énergie infinie pendant 24 heures. Le moment était venu pour tout le domaine des Jones de profiter à nouveau de la vie, même s'il était impossible de ramener Élisabeth. Sur les instructions de sa maîtresse, Emma n'entra pas dans son appartement de toute la journée. Le lendemain, la chambre de Charlotte était entièrement jonchée de roses rouges. Au centre de cette mer de fleurs était assise une jeune duchesse. La dame a demandé à la femme de chambre d'envoyer tous les produits de beauté à l'adresse indiquée par son associé. Livré à lui-même, le personnage principal s'effondra sur le canapé, épuisé. L'effet de son énergie illimitée avait pris fin, et il lui était impossible de la dépenser à autre chose qu'à faire apparaître des roses. Cela a donné à Charlotte l'opportunité de gagner de l'argent. La jeune fille se perdit dans ses pensées. Au fil de la journée, elle avait complètement oublié sa petite assistante. Miranda était elle aussi très fatiguée après les événements précédents au manoir et dormit pour reprendre des forces. La fée ouvrit difficilement les yeux et dit au revoir à sa maîtresse pour un moment. Elle avait besoin de retourner à l'arbre magique pour se ressourcer. La petite fille ailée était très heureuse d'avoir gagné la confiance de la duchesse. Le personnage principal a remercié son ami pour son aide. On frappa à la porte, interrompant l'étreinte des filles. Les domestiques entrèrent dans la pièce avec leurs enfants sauvés. Les ouvriers ont remercié la dame pour le retour de leur fils et de leur fille, et lui ont demandé de les laisser rentrer chez eux. Charlotte ne comprenait pas la décision des servantes, car elles avaient besoin de gagner de l'argent pour nourrir leur famille. Elle salua le fils de l'une d'elles. Le bébé souriait joyeusement. Il avait eu très peur lorsqu'on l'avait arraché à sa mère et jeté dans le cachot. Le personnage principal comprenait le sort qui attendait le garçon, mais soudain, elle se souvint d'un esclave. Janice s'est également retrouvé dans des combats de gladiateurs après avoir été vendu comme esclave lorsqu'il était enfant. Dans le roman, le personnage principal devait sauver un jeune homme de brutalité et d'humiliation. D'après le livre, Kate et l'ancien gladiateur étaient heureux ensemble et se sont mariés. Tout en parlant avec le garçon, Charlotte repensait aux tourments et aux douleurs que le lutteur avait constamment endurés pendant de nombreuses années. En descendant dans le cachot, le marchand d'esclaves Ray découvrit que son esclave avait brisé la chaîne de sa cage, dans l'intention de s'échapper. Janice était couvert de sang et de contusions suite aux coups incessants de son maître. Bien que le gladiateur fût à nouveau menotté, il tenta d'attaquer son principal ennemi, celui qui l'avait privé de sa liberté et de son nom. La longueur des chaînes empêchait le jeune homme d'atteindre le criminel. Ray décida de punir le combattant rebelle et prit un fouet, le battant comme il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Au bout d'un certain temps, un invité fit son apparition dans le donjon des gladiateurs. Le propriétaire des esclaves fut surpris par cette visite inattendue. Le propriétaire du donjon ne se souvenait pas que quiconque se soit jamais intéressé à ses protégés auparavant, mais un étranger masqué demanda à voir le héros qui avait vaincu le géant Joe au combat. Un sac de pièces d'or a convaincu le marchand d'esclaves d'aider l'invité. Ray compta l'argent avec une grande satisfaction. Plusieurs niveaux souterrains étaient occupés par des cages en fer dont certaines contenaient les squelettes de malheureux prisonniers. L'étranger traversa les couloirs effrayants, horrifié.
Janice se trouvait au tout dernier étage, le sol était couvert de sang. Même les jambes du gladiateur étaient enchaînées. Le personnage principal retira son masque et regarda le jeune homme dans les yeux. Janice, surpris, s'empara avec enthousiasme de la pièce de métal qui limitait ses mouvements. La main libérée se tendit aussitôt vers la jeune fille. Des doigts passés à travers les barreaux de la cage tentèrent d'attraper l'invité. Charlotte a réussi à se libérer à temps et à sauter sur le côté. La duchesse ne comprenait pas pourquoi le jeune homme se comportait de manière agressive. Le regard de Janice ressemblait à celui d'un animal sauvage. Le personnage principal pensa, supposant que le gladiateur avait reçu une sorte de potion et qu'il ne serait pas facile de s'en prendre à lui. Les événements de sa vie passée revinrent en mémoire à Roxy. Elle n'aimait vraiment pas la pluie, et c'était précisément le temps qu'il faisait ce jour-là. L'averse torrentielle ne cessa pas pendant plusieurs jours. La jeune fille regarda le sol mouillé. Le plafond fuyait depuis longtemps, et il n'y avait pas d'argent pour les réparations. Réalisant qu'elle ne pouvait rien changer à la situation, l'héroïne tenta de se calmer. Elle devait aller de l'avant, même si elle n'en voyait plus l'intérêt. Charlotte décida alors de ne pas abandonner. Elle savait exactement pourquoi elle était venue au donjon. La duchesse comprit que Janice était faible et qu'il ne pourrait pas sortir de la cage par lui-même. Le personnage principal se souvenait de l'intrigue du livre, mais elle ne pouvait pas laisser le jeune homme attendre les secours et mourir. Il y a quelques heures, Miranda, qui s'apprêtait à partir en vacances sur les traces de sa famille, a fait une surprise à son amie. La fée a offert une fleur magique à Charlotte. Rose possédait une magie guérisseuse capable de restaurer la santé perdue. La jeune fille comprit qu'à ce moment précis, ce bourgeon pouvait aider l'esclave. La duchesse demanda mentalement à la fleur de guérir Janice. Des vagues de magie enveloppèrent le jeune homme surpris. L'esclave ferma les yeux à cause de la lumière vive. Au bout de quelques secondes, le combattant remarqua que ses blessures commençaient à guérir, puis disparurent complètement. Le personnage principal a demandé au jeune homme comment il se sentait et quel était son vrai nom. Charlotte remarqua que même l'apparence de la combattante avait changé et prononça son nom. Janice regarda l'étranger d'un regard conscient et bienveillant. Durant toute sa vie adulte, les marchands d'esclaves et les spectateurs qui l'entouraient traitaient le gladiateur de monstre. Ils ne se souvenaient pas qu'on l'ait appelé autrement. La jeune fille a rappelé que le nom du garçon était Janice. Édouard travaillait au bureau de la guilde lorsque le majordome lui annonça que sa femme avait commencé à fréquenter assidûment le cachot où se déroulaient les combats de gladiateurs, et qu'elle s'y trouvait actuellement également. Sans écouter son assistant, le duc se précipita là où sa femme aurait dû se trouver, craignant beaucoup pour sa sécurité. Le personnage principal a donné au gladiateur un antidote pour contrer l'effet de la potion qui transforme un homme en bête. Le jeune homme ne résistait plus aux demandes de Charlotte et ne l'attaquait plus. La boisson était très insipide, ce qui déplut à l'esclave. Pour adoucir le goût amer du remède, la jeune fille tendit un bonbon au combattant. La duchesse remarqua que non seulement les blessures de sa nouvelle connaissance avaient disparu, mais que son apparence avait également changé. Janice regarda son sauveur avec ses magnifiques yeux bleus. Le personnage principal n'en revenait pas d'une telle transformation. Le jeune homme laissa calmement qu'on lui touche le visage et les cheveux. Charlotte se trouvait à une distance d'un bras du gladiateur. La jeune fille se souvint de l'affaire et fut particulièrement gênée par la couleur des yeux de son interlocuteur. Un cri perçant effraya les personnes présentes. Le maître de la guilde, qui était apparu soudainement, parvint à couvrir l'aristocrate de sa main et prépara son épée pour la protéger du monstre. Le personnage principal fut surpris par l'apparition d'un partenaire commercial. Le propriétaire de l'organisation a averti la jeune fille que le gladiateur était très dangereux. Janice était terrifiée, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Le regard du jeune homme s'illumina à nouveau d'une cruauté animale. Le combattant rassembla ses forces et tenta à nouveau de briser les chaînes. Le maître était prêt à combattre l'esclave. Charlotte se leva pour protéger Janice, le couvrant de son corps. La jeune fille était indignée par le comportement du propriétaire du masque. La duchesse était contrariée que sa nouvelle connaissance se soit de nouveau blessée en luttant contre les chaînes métalliques. S'étant un peu calmée, le personnage principal décida de demander de l'aide au maître. La jeune fille voulait faire sortir le gladiateur de sa cage. Janice resta assise tranquillement et observa attentivement la conversation. Le chef de la guilde ne comprenait pas le but de la requête de Charlotte. L'homme masqué connaissait l'esclave emprisonné comme un combattant cruel et impitoyable. Charlotte révéla le secret du jeune homme. Il était l'héritier du puissant duc de Wilson, disparu depuis de nombreuses années. Le maître entendit cette histoire, mais il ne put croire les paroles de la jeune fille. Le personnage principal attendait la décision avec impatience. Édouard y réfléchit. Il ne comprenait pas le but que poursuivait sa femme, mais il n'excluait pas qu'elle souhaite recevoir une récompense.
Le duc lui-même avait l'intention de mettre un terme à l'existence de cette maison de jeu à l'avenir. Cependant, Charlotte voulait simplement aider Janice et ensuite mettre fin au combat de gladiateurs-esclaves. La jeune fille regrettait de ne pas avoir décidé de libérer le jeune homme après leur première rencontre, se fiant au personnage principal inconnu du roman. Pendant tout ce temps, le jeune homme était constamment battu et risquait sa vie. Le personnage principal était désormais prêt à corriger son erreur. Charlotte a de nouveau demandé de l'aide à son partenaire. Le maître de guilde n'avait absolument aucun plan d'action. Cependant, la jeune fille était préparée. Elle avait bien réfléchi aux différentes options pour l'enlèvement. Au départ, la jeune femme voulait faire sortir Janice en utilisant le planning du service de sécurité. L'apparition soudaine d'un partenaire a changé la décision. Il s'est avéré que le complice est passé devant le trafiquant d'esclaves sous les traits d'un simple livreur de repas. Au bout d'un moment, Ray s'endormit. Le chef de la guilde a calmé le garde d'un coup de poing signature sans aucun problème. Charlotte suggéra de rejoindre la liberté par des couloirs souterrains. La jeune fille fut surprise de voir le marchand d'esclaves déjà ligoté. Les passages secrets étaient très dangereux. Janice est descendue la première. Au dernier moment, le personnage principal décida de rester quelques minutes. L'inconnu masqué a pris le sac de pièces de monnaie à Ray. Charlotte descendit les escaliers en bois pour entrer dans le cachot. Les marches étaient glissantes et la jeune fille a glissé directement dans les bras de Janice. Insatisfait, Edward suggéra au conspirateur d'aller directement au duché Wilson pour remettre le jeune homme à son père. Le personnage principal a insisté pour que les hommes retournent au bureau de la guilde d'information. La jeune fille attira l'attention de son partenaire sur la couleur bleue des yeux de l'ancien gladiateur. C'était le principal signe distinctif des personnes de la famille impériale, bien qu'il existât dans la nature une potion qui modifiait temporairement la cornée. Le propriétaire de l'organisation ne se souvenait de personne correspondant à l'âge du jeune homme. Aucune information sur la naissance des héritiers et des enfants illégitimes de l'empereur n'était disponible, à l'exception du prince héritier ressuscité. Charlotte suggéra à son partenaire d'enquêter avant de rendre le jeune homme à sa famille, lui rappelant la nécessité de donner l'antidote à Janice, car les effets de la potion bestiale ne s'étaient pas encore dissipés. La jeune fille fit ses adieux à ses alliés conspirateurs, perplexes, et se rendit à son manoir, où sa famille bien-aimée l'attendait, sans encore imaginer ce qui allait se passer ensuite avec son divorce et les événements qui l'attendaient.